souplesse, euh, même si je l'aime pas, mais des fois je suis contraint d'utiliser parce que il y a certains, pas, je dirais, certains problèmes où on n'arrive pas à trouver ou les modéliser par des circuits logiques ou séquentiels. On est obligé de passer vers notamment en informatique humaine, donc on est obligé de passer par ce genre d'algorithmique ou d'affectation conditionnelle. Voilà. Après, il y a alors, est-ce qu'on peut. Je sais pas. Voilà. Ah, monsieur, Ouais, attendez. les if-else, est-ce que par exemple le multiplexeur qu'on a fait tout à l'heure, on aurait pu le faire avec des if-else ou pas? Oui, on peut le faire aussi avec des if. Donc, Ok. de if else. Mais est-ce que ça a un sens? Là, on va être un petit peu loin du matériel, quoi. Voilà. C'est pas vraiment, ça représente pas vraiment le matériel ou le composant électronique qui est devant vous. Ce if else, il est beaucoup plus réservé. Alors, par exemple, je sais pas. Je prends un exemple comme ça de l'informatique humaine. Euh, voilà, c'est pour si je veux réaliser par exemple ou faire une balance électronique pour la peser. Euh, pour comparer par exemple les poids, des fois il n'y a pas vraiment il n'y a pas de circuit électronique qui le fait. Je serais obligé de faire un circuit très complexe pour finalement à comparer un seuil de poids, notamment pour tout ce qui est l'ATAR et autres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit bout d'algorithme comme ça, de code algorithmique, et je le mets avec le reste de mon circuit. Aussi, dans une voiture, si je veux réaliser un circuit pour contrôler le freinage, des fois, il n'y a pas vraiment de circuit électronique qui nous dit, voilà, lorsque je m'approche de 70 km/h, je peux appuyer fort sur la pédale ou si le conducteur appuie sur la pédale fortement, je ne tiens pas compte. Ça, il faut le faire avec des instructions comme ça, des affectations conditionnelles. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, hein. Donc, le if else, si vous voulez, ça matérialise tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut pas, pardon, réaliser avec des circuits électroniques. Voilà. Après, est-ce que je donne par exemple un exemple, même si c'est un mauvais exemple, mais on le prend quand même pour la bascule D, qu'on a mis une bascule D un peu plus complexe pour les labs. Regardez bien, une bascule D, c'est une entité qui peut être définie avec une sortie, 3 entrées. Alors, les entrées, c'est quoi? Donc, c'est le clock, le reset et le D, qui sont définis en STD logique. Et en sortie, on a la valeur de Q qui est en output. Après, je le définis à travers maintenant un process. Regardez bien. Quelle est la liste finalement de sensibilité de ma bascule D? Est-ce que c'est la valeur d'entrée, le D, le clock, le reset? Je peux prendre que le clock et le reset, par exemple. Je dis voilà, process, reset and clock, comme ça. Et je mets un begin. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser maintenant des else f. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez le contenu d'une bascule D de l'intérieur, euh, il y a une électronique à base de transistors qu'on ne peut pas finalement la modéliser. Un circuit logique, c'est beaucoup plus simple. Mais une bascule D, elle est composée pratiquement d'un ensemble de transistors et en fonction du seuil de transistors que ça bascule. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire que finalement, derrière, on ne peut pas finalement avoir un circuit logique clair. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si maintenant reset, il est à 1, il va prendre la valeur 1. Alors, la sortie, finalement, elle va être tout le temps à 0. Voilà. Maintenant, le cas contraire, si maintenant le clock, il est even, il est n'importe où, et encore le clock, il est à 1. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre l'entrée et la mettre à la sortie. Donc l'entrée
et la mettre à la sortie. Et c'est les deux cas de figure que je peux avoir. C'est soit avoir un 0, soit l'entrée qui va passer à la sortie. Mais là aussi, j'ai omis aussi le cas où elle doit être à 1 tout le temps. Donc j'ai mis un cas beaucoup plus simple. Vous pouvez regarder le cas qu'on vous a proposé pour le lab. Il est encore plus détaillé. Il y a tous les cas de figure qui sont énumérés. Et après, je termine mon end if et je termine mon process. D'accord? Alors là, vous pouvez me faire la critique. Oui, vous me dites, est-ce que la sortie, elle sera visible tout de suite ou pas? Je peux ici, à l'inside de process, créer une variable temp et je vais mettre temp ici, qui est égal à Q, qui est égal à 0, ou reçoit 0. Ici, temp qui reçoit 0. Et finalement, après le end if, je ferme mon end process. Et finalement, c'est le temp que je vais l'affecter à la sortie qui est Q. Parce que là, de cette manière-là, le Q, il est inside toujours du process. Il ne va pas être mis à jour. Donc, je crée une variable ici. J'ajoute une variable, temp. Et puis, à la fin, donc ça sera temp qui est égal à 0, qu'on lui affecte 0, ou encore temp qu'on lui affecte D. Et à la fin du process, je mets temp dans Q. Comme ça, je mettrai à jour tout le temps la sortie et je ne serai pas en contradiction avec cette approche de codage en VHDL. D'accord? Voilà. Après, oui, je peux aussi revenir. Bon, je vais pas trop vous embêter à chaque fois avec cet exemple. Je pense que le multiplexeur revient souvent comme exemple. Donc, on revient un petit peu sur l'exemple du multiplexeur. Et là, si je veux modifier le code, je introduis la liste de sensibilités comme in0, in1, in2, in3 et select. Je reprends le même code, regardez bien. Celle, donc, quand 00, je vais mettre dans X in, ou encore in1, in2, in3. Je termine mon process. Et après, ce X-là, je peux l'affecter, si vous voulez, à mon behavioral. D'accord? Mais il ne faut pas oublier ici que X doit être déclaré comme étant variable. Voilà. Après, ce qui peut être aussi intéressant de voir, c'est les boucles for, encore les loops, les while aussi. Ça, c'est emprunté pour des raisons de standardisation, parce que l'historique du langage VHDL, il a puisé un petit peu du Ada, du Pascal, du Modula. Donc, il a gardé aussi les boucles for et les while. Pour des besoins, bien sûr, quand on ne peut pas finalement réaliser tout avec du matériel, on peut aussi les réaliser avec des boucles for, des while et tout. On le verra aussi pour je crois qu'il y a une partie sur la machine data où on peut revenir sur ça. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que on peut déclarer n'importe quelle variable qu'on a besoin dans un process. Et après, que ce soit de type entier, std logique, tout ce que vous voulez. Et après, on utilise de la même façon qu'on utilise un langage algorithmique. Pas de la même façon que le C, mais plutôt de la même façon que Pascal et Ada. Donc, je déclare la variable, je mets 2 points, integer, et je peux lui affecter une valeur. Donc, l'affectation pour le langage VHDL, qu'il a hérité du Pascal et du Ada, c'est 2 points égales, c'est l'affectation. Si je mets égal une seule fois, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 2 fois égal du C. D'accord? Après, donc pour une boucle, donc je peux aller de 0, 2, et je commence par loop, ça c'est du Ada, et j'affecte toujours la valeur n plus 1 à n. On ne peut pas mettre, c'est pas possible par exemple de mettre n plus plus, c'est pas le C, ça c'est, il a d'autres origines que le C. Aussi pareil, donc je peux utiliser le while aussi, ou le loop, c'est la condition, si vous voulez, c'est évité par le ADA. Donc, le while, il était masqué après. Donc, ce qu'ils ont gardé, c'est uniquement la boucle. D'accord?
Donc, je fais for, par exemple, A inférieur à B, less than B, je mets la loupe et j'incrémente, par exemple, le A. Et je termine ma boucle. Donc, c'est les deux façons, pratiquement, où on peut utiliser les boucles, le for et le while, l'équivalent du while, si vous voulez. Alors, peut-on donner un exemple? Oui, on peut donner un exemple. Par exemple, le 4 byte bitwise XOR. On définit les entrées et la sortie. Donc, deux entrées à base de 4 bits. Une sortie aussi à 4 bits, hein, ça suit. Et après, ce que je vais faire, c'est l'archi de 4 byte bitwise XOR. Donc, je définis la constante, qui est la largeur, qui est un type integer. Il prend la valeur 4. Et après, je commence le process qui a une liste de sensibilité de A et B. Donc, le A et le B, qu'on écrit en majuscule, en minuscule, on s'en fout. Donc, c'est un langage qui ne fait pas la différence entre le minuscule et le majuscule. Pour lui, tout est pareil. Après, je lance mon begin. Donc, pour, par exemple, I, qui est de 4, c'est-à-dire de 4 moins 1, qui est 3 à 0, je mets une boucle. C'est quoi? C'est tout simplement le Y qui va prendre la valeur, le bit A de I, XOR B de I. Et je termine ma boucle. D'accord? Et après, je préfère aussi ajouter aussi une variable ici, temp, et après, à la fin, finalement, qu'on revoie le Y vers le output. Là, on ne l'a pas fait parce que, vous voyez bien que le Y, finalement, on doit le mettre ici en tant que variable, et le out, finalement, recevra cette variable Y. D'accord? Voilà. Après, les boucles, est-ce qu'on peut parler plus de boucles? Oui. Alors, on peut aussi, regardez bien, créer aussi des boucles qui sont, que je dirais, infinies. Donc, loop, je commence par l'acronyme loop et end loop. Et j'incrémente indéfiniment A. Alors, je peux casser finalement cette boucle à condition que j'ajoute le exit when A égale à 10. Si je ne mets pas cette exit when A égale à 10, ça veut dire que ma boucle, elle va tourner d'une manière pas indéfinie, mais lorsqu'elle arrive, du moment qu'on a déclaré une variable integer, lorsque j'arrive à 32 350, ça va commencer à générer erreur parce qu'il y a débordement de la pipe. Voilà. Après, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi inside ou à l'intérieur d'un process? Oui, on peut l'utiliser en boucle, voilà, comme ça, avec un report de hello. Donc, et puis on attend, je peux l'ajouter avec une instruction de wait 10 nanosecondes. Ça veut dire quoi? Que finalement, il va reporter hello chaque 10 nanosecondes. D'accord? Après, il va faire un exit, il va arrêter. Voilà. Après quoi comme... voilà. Alors, ce qui est important pour vous, c'est que finalement, il y a deux approches, l'approche concurrente et l'approche séquentielle. Sur l'approche concurrente, elle est en lien direct avec la conception d'un hardware, du hardware d'un système. Généralement, c'est ce qu'on préfère hein, quand c'est possible. Hein. C'est pour ça que le métier d'ingénieur VHDL, c'est un peu dur, parce qu'on le force toujours de passer du séquentiel vers le concurrent. Parce que le concurrent, c'est permanent, c'est perpétuel, et il y a plus de parallélisme par rapport à un séquentiel. Séquentiel, c'est finalement, il peut être utilisé pour décrire un comportement d'un process qui est une boîte noire. Il est très facile aussi pour implémenter généralement les fonctions qui sont complexes, mais en métier, généralement, on essaye de l'éviter au maximum. D'accord? Parce que finalement, le but, c'est de réaliser quelque chose qui tourne en concurrent, encore en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, zéro délai entre l'entrée, pratiquement zéro délai entre l'entrée et la sortie. D'accord? Alors que le séquentiel, ça induit des latences importantes. D'accord?
Alors, par la suite, ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est cette notion de signal et de variable. Alors, le signal, moi, ce que j'aime bien, c'est que il est utile pour faire l'interconnexion entre tous les éléments d'une boîte. Sa portabilité, elle est globale, il est visible un petit peu dans toute l'architecture et il est mis à jour. Donc, à la sortie généralement d'un process, hein, pas généralement, mais toujours dans un process. Par contre, la variable, elle est locale et effective. Et généralement, c'est qu'une variable qui est déclarée localement dans un process. Est-ce qu'elle peut être mise à jour non, c'est finalement qu'une espèce de variable intermédiaire. On ne peut pas la mettre à jour tout le temps. Voilà. Voilà. Après, voilà. Sur cette partie, c'est bon. Vous sentez ça va bien ou il y a des difficultés? Hello. C'est parti ces gens-là. Ça va, ça va. Ça Il y a va? ça va venir. Ouais, ça va venir, hein. C'est juste ce que je vous conseille. Bon, je sais pas si vous aurez le temps pour le faire en 3 semaines ou 2 semaines, mais essayez de mettre tout ça en pratique. Vous avez le Quartus, essayez de mettre tout ça en pratique et comme ça rentre mieux, quoi. Voilà. Donc, au troisième point, donc, on va passer à sa description structurelle qui est un peu différente de comportementale. Donc, pour vous, c'est quoi cette description structurelle? C'est finalement, si vous voulez, c'est l'instanciation des composants qu'on peut voir comme étant des boîtes noires, comme ça. La seule condition qu'on doit mettre en avant, c'est que on doit mettre finalement bien avant et spécifier aussi quelles sont les entrées et sorties. Par exemple, si je veux mettre en bloc le XOR avec un inverteur, je dois bien préciser c'est quoi les in 1, in 2, le output, le in du inverteur et le output de l'inverteur. On dit tout ça, c'est du charabia. On va essayer de le voir à travers un exemple. D'accord? Un exemple, ça répond mieux finalement que d'écrire tout ça en texte. Alors, je prends cet exemple-là, qui est pour moi une boîte noire au départ, d'accord? Il a 2 entrées, une sortie, et je vais essayer d'utiliser cette description structurelle, d'accord? Pour moi, tout ça c'est en boîte noire, donc je vais l'appeler comparateur, donc je vais déclarer entité comparateur. Je vais prendre les entrées, in et a, donc en std logique, et le output, finalement, en std logique. Donc j'ai défini mon entité, d'accord? C'est très bien. Après, maintenant, j'ai besoin, finalement, de définir l'architecture associée à mon comparateur. Tant mieux. Donc, architecture, behavioral of comparateur, et je commence begin. D'accord? Pour moi, si j'utilise entre les 2 boîtes noires une liaison, c'est-à-dire que je suis obligé de mettre un signal S, je l'appelle comme ça, hein, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, signal S, std logique. D'accord? Alors, par contre, maintenant, je suis obligé de construire mon comparateur à partir de 2 composants qui existent. Alors, où je dois les trouver? Finalement, ils sont associés non pas avec la librairie I3E, mais avec la librairie Work. Donc, impérativement, je dois ajouter la librairie Work dans mon code. D'accord? Et après, je commence. Donc, maintenant, je vais instancier les objets. Donc, je commence par le premier. Donc, j'introduis le nom de cet objet-là comme étant comp1, d'accord, 2 points. C'est le composant. Et après, je vais définir ou je vais appeler finalement l'entité associée. Donc, aller dans la librairie work. Qu'est-ce que je fais? Donc, entité work, ici. Et je vais la pointer vers le composant qui appartient à cette bibliothèque.
Vous me dites, est-ce qu'on le saura? Oui, on vous donne généralement, en tant qu'ingénieur ou développeur, on vous donne la liste des composants existants dans Work et les composants aussi existants dans I3E. Donc, c'est Work, c'est le nom de la bibliothèque, pointé sur finalement le composant que je vais utiliser. D'accord? Donc, après, entre deux parenthèses, je mets l'architecture que je veux, le nom de l'architecture que je veux. D'accord? Donc, c'est à moi de le lire. Donc, archi XOR. Et après ça, je vais mapper finalement les entrées-sorties. C'est quoi ces entrées-sorties? Donc, finalement, le A et le B qui sont là, ils vont être redirigés vers le IN1 et le IN2 de mon XOR2. Donc, là, voilà, regardez bien, le IN1, il est redirigé avec le A et le IN2, il est redirigé vers le B. Par contre, pour la sortie, le output, d'accord, il va être redirigé vers le signal intermédiaire S. D'accord? Voilà. Après, ça c'est pour le premier composant. Je peux l'écrire juste comme ça. Je sais que c'est un peu dur au premier, hein, c'est trop compliqué au premier tour, mais une fois que vous vous habituez à ça, c'est bon. Après, maintenant, je vais relier le deuxième composant, celui-là. D'accord? Le deuxième composant, c'est quoi? C'est un inverteur ou un inverseur. Et par l'occasion, essayez aussi de voir sur le deuxième lab, on a pas mal introduit des instantiations comme ça sur le compteur. Donc, il y en a pas mal. Donc, on a mis plusieurs blocs à la fois et on les a rattachés. Et là, donc, regardez bien, je décris l'inverteur qui fait partie de la bibliothèque Work, comme étant une archive de inverteur. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Alors, le S, qui était la sortie du premier composant, là, je vais le rediriger vers l'entrée du inverteur. D'accord? Et le output de l'inverteur, je vais le rediriger vers le output de mon entité comparateur. C'est bon jusque-là? Ah, hello? Je répète. Hello? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Très bien. Voilà. Donc ça, c'est... vous me dites oui, mais est-ce qu'on peut, par exemple, créer nos propres projets et les instancier comme ça? Oui. Vous pouvez créer aussi vos propres entités, comme on a fait déjà pour le Lab 2. Il y en a pas mal, il y en a des exemples pour pour le flip-flop, pour le clock divider, pour le multiplexeur 1 bit et pour finalement le comptage. Donc il y en a une série où on a pratiquement rattaché tous les blocs entre eux. D'accord? Donc vous pouvez créer vos propres entités et puis les rattacher de cette manière-là. Il faut juste faire attention. Ce que je conseille généralement mes étudiants quand ils font ça, c'est de prendre soit une sheet ou plutôt une feuille et de dessiner les blocs à la main, de mettre les signaux d'entrée-sortie entre chaque bloc et puis de recalquer ça sur le langage VHDL, avec le langage VHDL. Voilà. Alors à chaque fois, donc, ce qu'il faut faire, c'est que faut donner un nom au composant que vous voulez le rattacher, d'accord? Et puis l'entité que vous voulez appeler avec son entité, et puis mapper les entrées-sorties, d'accord? Ou encore pour le port du map entre les entrées et sorties. Voilà. Il ne nous reste que 10 minutes, donc je vais essayer d'être un petit peu... voilà. Je ne vais pas trop vous embêter. Donc, je vais ajouter aussi l'exemple de l'additionneur, si vous voulez. Un additionneur, donc, à 2 bits. On peut aussi le voir comme étant... Dites-moi. On peut le voir aussi comme l'association de deux additionneurs 1 bit. Donc, regardez bien, j'ai le A0 ici, le B0, le Cin qui est au départ à 0,
Et puis la somme, elle est mise dans S0. Et puis la retenue qui est recalquée sur le nouveau composant adder avec une entrée A de 1, B de 1, avec une retenue, une somme qu'on appellerait S0. Donc je vais un petit peu plonger dans le code à côté et voir si on peut finalement instancier ces blocs entre le added 1 et en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois. Alors, pour moi, le primordial, c'est déjà, je définis mon entité. Mon entité, c'est quoi? C'est 2 byte adder ou 2 byte adder. Pour les entrées A et B, qui sont à 2 bits, c'est STD logique vecteur de 1 down to 0. Le 0 qui est mis à un seul bit, donc c'est une STD logique. La retenue aussi, qui est à la fin, c'est un seul bit. Et le S aussi, qui est la somme, c'est sur 2 bits. Donc c'est 1 to down 0. Je termine mon entité. Et après, à l'intérieur, inside, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est... Regardez bien, j'ai toujours mis le work comme librairie et i3e comme librairie. Mais là, finalement, je vais utiliser un objet que j'ai créé. Hein. D'accord? Alors, je commencerai déjà par voir l'objet que j'ai créé, qui est quelque part. Donc, que j'appellerai avec l'acronyme component, c'est composant. Donc, il est quelque part dans le fichier. Donc, on va l'appeler après. Donc, added 1. Donc, en port d'entrée, en entrée, qu'est-ce qu'il a? Il a in 1, in 2 et le cin qui sont tous en STD logique. On a la retenue qui est la cout et la sound qui sont aussi en out et en STD logique. Et ça, c'est finalement le composant que je vais utiliser. Ce composant-là, il est aussi défini comme une entité, alors je vais voir, qui est quelque part qu'on a mis quelque part dans un fichier. Donc, peut-être que la séance prochaine, on va le voir sur Quartus pour que vous arriviez mieux à mettre le lien. Et après ça, donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment je peux mettre ces deux composants en lien. C'est que finalement, la retenue qui est cout, qui va partir en cin, elle peut être représentée par ce qu'on appelle un signal. Donc, je vais mettre retenue 1 en tant que signal. Ça aussi, la masse, qui est le lien entre 0 et cin, je peux aussi la définir en tant que signal. D'accord? Donc, je définis signal masse, retenue 1, en tant qu'STD logique. Et maintenant, je vais raccorder les deux composants, les deux adders entre eux. Donc, je comprends. Alors, par quel adder je dois commencer? Celui-là ou celui-là? Donc, c'est celui-là qui est au début. C'est de début vers la fin, ou le premier, le first in jusqu'au last. Alors, je crée composant 1, ou component 1, le added, qui est le nom de l'entité ou du component, ici, qui est associé aussi au nom de l'entité, où je vais finalement mapper les entrées, donc A0, B0, qui sont des données à un bit, la masse aussi, la sortie. Donc, je dois le mettre dans le même ordre qu'ici. Hein. N'oublie pas. Hein. Le A, ça correspond in 1. Le B, in 2. La masse, c'est le cin. Et à la sortie, j'aurai S0. C'est out. Là, on a inversé. Donc, c'est out. Donc, on a fait erreur. Donc, ça doit être inversé. Donc, le S0 ici. Et puis, la retenue. Voilà. Après, sur le composant 2, donc il y a le A de 1, d'accord? On fait rentrer A de 1, B de 1, ici. Et puis, c'est la retenue 1 qui va passer, donc c'est après. Et puis, la sortie, on aura le S1, et au final, on aura la retenue. D'accord? Donc, c'est... Après, est-ce que tout fonctionne? Oui. C'est finalement, on a utilisé... Pardon. Voilà. Finalement, on a utilisé des composants que finalement on a codés sur des entités qui sont ailleurs et on leur utilise ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsqu'on crée une entité, on la teste et elle fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur.
On n'est pas obligé de la traîner un peu partout. C'est bon, on l'a mis dans un fichier, on l'oublie, on l'appelle juste avec component et on l'utilise dans l'ensemble de notre conception. D'accord? Mais ça, je reviendrai le prochain cours aussi pour vous montrer un petit peu sur un exemple Quartus, pardon, que j'ai pas préparé aujourd'hui. Je vais le préparer pour vous et comme ça, je vais le mettre aussi avec les autres exemples que j'ai préparés sur Model. Comme ça, vous pouvez l'utiliser. Alors, est-ce qu'on peut encore entrer dans le détail? Oui, on peut entrer dans le détail et, par exemple, créer un registre aussi, si vous voulez, à 4 bits. Regardez, si je prends par exemple cet exemple-là, où j'ai par exemple les 4 bits qui vont passer à travers le registre vers la sortie, en utilisant bien sûr le enable et le clock. Sans rentrer dans le détail, est-ce que c'est le basique D, d'accord, ou notre bascule D qui est utilisé, et le 1-2. Donc, je vais essayer de créer ce qu'on appelle l'archi, et après, je reviendrai au détail de ces composants-là. Alors, première des choses pour moi, ce que je dois savoir, donc sans entrer dans des pourquoi et comment, c'est que j'ai une entité que je dois définir qui a pratiquement 1, 2, 3, 4 entrées, 5, 6, et elle a 4 sorties. Donc, je commence à déclarer les signaux, ou plutôt les entités, les signaux qui sont séparés, le enable et le clock. Donc, je mets port enable and clock en tant que STD logique. Le D comme étant un vecteur de 4 bits, donc 3 down to 0. Un locule à sortie qui est le out du vecteur 3 down to 0. Et ça, j'aurais défini pratiquement mon entité. Après, ce qui est important maintenant, c'est, regardez bien, j'utilise une basque D, 1, 2, 3, 4 fois, et un and two. Donc, je ne suis pas obligé à chaque fois d'écrire tout le code ici, ça va faire beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon archi structurel, donc j'ai mis architecture struct, of range for, et la seule chose que j'ai, c'est que je dois ce init clock le déclarer comme étant signal, parce que finalement, il est à l'intérieur de mon entité. Donc, je déclare signal init ou init clock comme étant un STD logique, et je vais commencer par le bit 0, celui-là. D'accord? Comment je vais l'utiliser? Donc, je n'ai pas à créer maintenant component parce que le 1-2, il est dans le works et le basque day aussi dans le works. Donc, on n'aura pas besoin de le redéfinir ni de créer des components. Donc, le bit 0, donc c'est toujours l'entité de work.baskd, donc behavior. Et après, qu'est-ce que je vais faire rentrer? C'est uniquement clock init et le D0. Et à la sortie, j'ai Q0. Pour le bit 1, c'est pareil, donc je recopie la même chose, tac, tac, jusqu'à le bit, alors bit 1, 0, bit 1, bit 2, bit 3, il y a une petite coquille ici. Donc j'aurai behavior, et puis j'ai le D3, init clock 3 et Q3. Et après, qu'est-ce qui va me rester à définir? C'est finalement le gate ici, d'accord? Alors je l'ai mis à la fin, parce que finalement, le gate, ce qu'il a comme entrée, c'est enable and clock, il a comme sortie le signal clock, init clock, pardon. Donc qu'est-ce que je mets? Une entité work and to, behavioral, et en entrée, j'ai le enable, le clock, et à la sortie, j'ai le init clock. Que réalise finalement cette bascule D, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure pour les bascules D, et le end2, c'est une fonction que vous pouvez retrouver et vous pouvez même vous la réaliser. Alors, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on va faire la synthèse et on reprend ces exemples-là. Et on travaillera un petit peu sur les bonnes pratiques avant de partir sur les, comment ça s'appelle, sur les machines data. Voilà, je vous remercie et passez une bonne après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Merci, Mathieu. Bonne journée. Ouais, allez, bonne journée. Merci. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.